Le ciel est sillonné par des escadrilles pilotées par des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Français, des Grecs, des Belges, des Norvégiens, des Polonais, des Danois, des Tchécoslovaques, des Néerlandais, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais ou encore des Australiens. Les 150 000 débarqués du jour J ne parlent pas la même langue. Ils n'ont ni le même drapeau, ni le même uniforme. Ce qu'ils ont en commun, c'est leur volonté de libérer l'Europe du joug de la tyrannie nazie, de rapporter la certitude de vivre dans un monde libre. C'est une certaine vision de l'homme digne et libre. Oui, ce qu'ils portent, c'est la liberté réinventée au péril de leur vie. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'aube fragile et l'aurore sanglante. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'angoisse et la gloire. C'est le sable et le sang qui seront tout leur or et leur pourpre. Nous pensons à eux tous avec reconnaissance. À ces hommes qui avaient 17, 18 ans, 20 ou 40, qui ont posé leur fourche quelque part dans le Minnesota, dans le Kent ou dans l'Aubrac pour prendre le fusil. À ceux que la mer a ensevelis, ceux qui sont morts front contre terre, ceux qui ont été criblés de balles en plein ciel, à ceux qui ont survécu, à ceux qui sont là aujourd'hui, à vous, qui nous racontez comment vous vous êtes jetés dans la mer avec des sacs de 30 kilos, comment vous avez gravi la plage sous la mitraille, pris les talus, bravé les mines dans les dunes, assailli la falaise pour détruire les batteries à leur sommet, marchant toujours. Car derrière vous, une nouvelle vague de débarqués se déversait déjà sous les obus. Vous, qui nous racontez un peu des vies des 10 000 de vos camarades tombés ce jour-là, morts ou blessés, les cadavres flottant sur les eaux, ballottés par les vagues. Avancez, avancez malgré tout, au milieu d'une écume rouge. Le courage n'est pas de connaître la peur, de l'ignorer. Le courage est d'avoir peur et d'avancer quand même. C'est le chant des GI dans leur avion, le visage noirci, au bouchon brûlé, prêt à sauter, et qui entonne « It's a long way to go ». C'est ce fameux Bill Millin, marchant au rythme de sa cornemuse sur Pegasus Bridge, tandis que les Allemands le tiennent en joue, sidéré, sans oser tirer sur un fou. C'est Léo Major, le tireur d'élite canadien, devenu légendaire pour avoir fait sauter un bunker, saisi un char allemand et plus tard fait 93 prisonniers à lui seul. C'est l'aumônier du commando Kiefer, René de Noroy, sans armes, confessant les mourants à plat ventre sous les balles. Ce sont les Rangers américains escaladant la pointe du Hawk au poignard, sur 30 mètres de haut, sous une grêle d'obus. Ils avaient tous peur, à n'en pas douter, mais ils savaient qu'ils menaient une guerre juste. Ils savaient qu'ils pouvaient en mourir, mais ils marchaient toujours, parce que chacun de leurs pas rapprochait le monde de la liberté. La libération, notre libération, n'a pas été l'affaire d'un jour, fût-il le plus long. Elle n'a pas été l'affaire d'un été,
Elle fut préparée par les résistants, possible grâce à l'engagement du front de l'Est et orchestrée par les Alliés. Il a fallu cette lente reconquête de l'Europe par la guerre. Il a fallu le temps long et l'abnégation tenace qui seul prodigue l'amour de la liberté. Les 6 000 hommes des forces françaises libres, débarqués en Corse en septembre 1943, ralliés par les Italiens. Le patient travail de Sape, des centaines de milliers de résistants français de l'intérieur, freinant les déplacements, perturbant les communications de l'ennemi, harcelant les troupes, retardant la remontée depuis Montauban de la division d'Asreich. Les renforts des Alliés, débarqués en Normandie tout le long des mois de juillet et d'août. Les Norvégiens, la brigade Piron composée de Luxembourgeois et de Belges, à la poitrine frappée du lion d'or. La brigade néerlandaise, Princesse Irène. La 2e division blindée française du général Leclerc. La 1re division blindée polonaise. La brigade blindée tchécoslovaque. Puis le débarquement des Alliés en Provence, dont 250 000 sous les couleurs françaises, Français libres, évadés de France, pieds noirs, volontaires du Maghreb, d'Afrique occidentale ou équatoriale, marsouins de la coloniale, goumiers marocains, fantassins algériens, tirailleurs tunisiens ou sénégalais, qui ensemble ouvrirent un autre front. Il a fallu aussi la tenaille du front de l'Est, l'engagement résolu de l'armée rouge et de tous les peuples qui formaient l'Union soviétique d'alors, de ces millions de soldats qui se sacrifièrent pour fixer 180 divisions allemandes, en leur infligeant de lourdes pertes au prix d'un tribut de sang. Oui, par la convergence de leurs efforts, par le rassemblement de leurs forces, Cherbourg tombe au bout d'un mois, puis Caen, Orléans, Paris, Marseille, Lyon, Metz, Calais, Strasbourg enfin, fin novembre, et jusqu'à l'Allemagne, qui ne capitule qu'en mai 1945. Et puis il a fallu reconstruire notre Europe par la paix, l'amitié des peuples, par le pardon et la promesse, selon la formule d'Hannah Arendt. Bâtir notre Europe, trésor de liberté et de vie démocratique depuis plus de 70 ans, même si pendant trop de décennies encore, il y aurait un Occident kidnappé au centre et à l'est. Jeter les bases d'un nouvel ordre international fondé sur le droit et inspiré par les déclarations de Philadelphie et de San Francisco. Et tout cela, ici, nous l'avons fait en retrouvant le chemin d'une amitié et d'une ambition avec l'Allemagne, socle de notre union, en entrelaçant le destin de nos peuples. Oui. Comme les vétérans du jour J nous en ont montré le chemin. Et en cet instant, Monsieur le Chancelier, cher Olaf, je pense à Johannes Börner, jeune parachutiste allemand de 19 ans, qui vécut ce jour J depuis l'autre côté de la plage. Il fut fait prisonnier. Plus tard, il revint et s'installa en Normandie. Il demanda la nationalité française et épousa Thérèse, une Normande, et devint profondément européen. À Ouistreham, il ouvrit un restaurant et Johannes Börner rencontra Léon Gauthier, ancien du commando Kiefer. Une amitié profonde naquit entre ses frères jadis ennemis. Inlassable témoignage à 2 voix.
métaphore vivante de nos mémoires réconciliées. Nous sommes tous, aujourd'hui, des enfants du débarquement. Ceux qui ont débarqué le 6 juin ne se battaient pas sur leur sol, ni pour leur village. Ils se battaient contre une idéologie mortifère, contre une culture de haine tentaculaire qui écrasait le juif, l'handicapé, l'étranger, l'homosexuel, le tzigane, le franc-maçon, le communiste, tous ceux qui vivent, qui aiment, qui pensent, qui croient autrement. Et le silence de nos plages en cet instant est chargé d'échos. Bruit de balles et de cris, écho des hommes de l'impossible, venus de tant de peuples. Ceux qui gisent là-haut, dans leurs cimetières marins, ceux qui dorment sous le sable de Normandie, ceux qui reposent au fond de ces mers ou dans les maquis du bocage, ceux qui sont tombés à leur tour, année après année, longtemps après parfois, ailleurs qu'en Normandie, mais qui ne l'ont jamais quitté tout à fait. Alors oui, face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Voilà donc pour le discours d'Emmanuel Macron que l'on vient d'entendre et le défilé aérien avec Général Clermont qui est avec nous. Bonsoir. Les avions aux couleurs de la France qui survolent Omaha Beach. On va voir un défilé d'une trentaine d'avions avec tout d'abord la patrouille de France, les Alpha Jet avec le drapeau français bleu-blanc-rouge qui sera suivi par les Hawks de la Royal Air Force, les Red Arrows, qui auront également probablement le drapeau bleu-blanc-rouge et les couleurs également de la Grande-Bretagne. Et derrière, nous allons avoir 4 blocs d'avions qui sont des avions contemporains, qui illustrent les avions de l'époque, qui ont participé au débarquement. Là, on voit les avions de la patrouille de France. Là, on voit un des blocs qui est un ravitailleur de l'armée de l'air, MRTT Phoenix, avec 4 Rafales B des forces aériennes stratégiques. On va dire que c'est le bloc des forces aériennes françaises libres d'aujourd'hui. On verra également le bloc qui est peut-être passé avant des Américains avec un ravitailleur américain et 2 ou 3 F-35 américains qui représentent la partie américaine du débarquement. Un bloc qu'on entend peut-être passer mais qu'on ne voit pas, est constitué d'avions de transport, un groupe d'avions de transport international avec des avions de transport français, des avions de transport belges et des avions de transport américains. Et un dernier bloc totalement américain qu'on n'a pas vu passer, mais qu'on verra peut-être plus tard. Allez, on réécoute la fin du discours du président Macron et on revient sur ces cérémonies du débarquement. Alors oui, quand guettent l'anesthésie et l'amnésie, quand s'endorment les consciences, c'est cet élan intact qui nous entraîne, sans crainte. Voilà pourquoi nous sommes ici ce jour. Nous savons que la liberté est un combat de chaque matin. Alors, pour tous ceux qui, partout en ce monde, vivent dans l'espérance de la liberté
de l'égalité, de la fraternité. Le 6 juin est un jour sans fin. Le 6 juin est une aube sans cesse recommencée. Merci à tous. Vive la République et vive la France. Voilà pour le discours du président Macron. La Marseillaise devrait retentir d'ici quelques instants. Évidemment, on s'interrompra. Général Clermont, il y a encore un défilé aérien qui se poursuit. Oui, on voit les paquets d'avions que j'avais annoncés. Ça, c'est un paquet d'avions ravitailleurs avec derrière un A400M, 3 C-130 devant. Et on va laisser la Marseillaise être entonnée par le chœur de l'armée française. Très bien. On est aussi avec le commandant Ludovic. Bonsoir. Vous êtes officier de l'armée de l'air. Bonsoir. Très belle cérémonie à laquelle on vient d'assister, qui se termine par le défilé aérien, avec cette mise en valeur de la bravoure de tous ceux qui ont combattu le 6 juin 1944. Effectivement, cette cérémonie très émouvante nous rappelle le prix, que la liberté a un prix en fait. Et cette liberté, elle a été payée par nos anciens très chers, nos anciens, au sens large, français, anglais, canadiens, toutes les nationalités ont été citées par le président de la République pendant son discours, mais c'est vraiment ça, et c'est vraiment une bataille des valeurs. Ce 6 juin, c'est une bataille des valeurs, c'est celle de la liberté retrouvée, c'est celle du courage, du sacrifice, jusqu'à y laisser sa vie. Plus de 3000 Américains ont été blessés rien que le jour J sur les plages d'Omaha Beach, mais c'est pas moins de 150 000 militaires qui ont été débarqués ce jour-là. Donc c'était très émouvant et ça permet effectivement de bien, aujourd'hui, même 80 ans après, se rendre compte que de se rendre compte du poids des alliances et de l'importance des alliances qu'il y avait déjà il y a 80 ans. Il y a beaucoup. Voilà, on écoute la Marseillaise tout de suite sur CNews et Europe 1. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étoile sanglant est levée, l'étoile sanglant est levée. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats, ils viennent juger égorger nos fils, nos compagnes, nos âmes citoyens, et nos bataillons, marchons, qu'un sang impur à l'œuvre de nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit soutien nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triompher notre gloire. Aux hommes citoyens, et aux bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà pour cette Marseillaise interprétée par le chœur de l'armée française et Léa de Sandre, la mezzo-soprano, une somptueuse Marseillaise qui clôture cette séquence sur Omaha Beach avec le chef de l'État Emmanuel Macron, 25 chefs d'État étrangers, le président Joe Biden. Il y a beaucoup de vétérans américains aussi, quelques vétérans américains dont 3 ont reçu la Légion d'honneur il y a quelques instants. Et il y a eu, Eugénie Bastier, des moments extrêmement émouvants tout au cours de ces cérémonies, que ce soit ce matin au cimetière franco-américain, cet après-midi à Omaha Beach. Oui, et Emmanuel Macron excelle dans ce genre d'exercice. On sait qu'il aime la commémoration. Rien que depuis le début de l'année, il y a eu l'entrée de Manouchian au Panthéon, puis cette commémoration effectivement des 80 ans. Et c'est à la fois, je pense, une initiative personnelle. C'est un président qui a le goût de ces cérémonies commémoratives, mais c'est aussi une époque. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque qui aime à se souvenir, qui aime à commémorer.
Pierre Nora disait que la mémoire avait remplacé l'histoire. Et on convoque d'ailleurs la mémoire pour que l'histoire s'arrête quelque part, pour qu'elle ne recommence pas, pour que la guerre ne revienne pas en Europe. Et là où c'est frappant, et ces cérémonies ont quelque chose de particulier, c'est qu'à la fois ce sont des cérémonies où probablement les dernières où il y a des survivants de cette époque, puisque les derniers vétérans sont très très âgés et probablement que dans 10 ans il n'y en aura plus. Donc c'est le dernier souvenir physique finalement de l'événement. Et elles interviennent aussi à un moment où finalement nous sommes dans la mémoire, mais où l'histoire revient en Europe, et c'était toute la fin du discours d'Emmanuel Macron qui évoquait l'histoire présente et le retour de cette guerre que l'on croyait disparue du continent. Alors évidemment, on est passé d'un discours qui était plus historique et lyrique à un discours plus martial, voire même messianique, et avec cette idée que finalement l'histoire recommence, elle revient, et la guerre est aux portes de l'Europe. Après, on peut y voir une part aussi de pas d'instrumentalisation, mais d'opportunisme politique à la veille des européennes. Effectivement, de faire venir le président Zelensky, il n'y a pas, pas sans arrière-pensée politique à la veille des élections européennes. Sans doute. En même temps, le 6 juin est tombant le 6 juin et les élections européennes le 9, c'était absolument inéluctable. Général Clermont, un mot rapidement sur l'aspect politique des choses, en tout cas. Un très beau discours du président, très long, sans prononcer une seule fois le nom du général de Gaulle, ce qui est assez surprenant. Jean-Luc Barré est avec nous, historien, justement, auteur de ce De Gaulle, une vie, aux éditions Grasset, l'homme de personne. On attendait, on a guetté tout au long de ce discours, tout au long de cette journée même, je dirais, Jean-Luc Barré, que quelqu'un prononce le nom de Gaulle. Là, ce n'a pas été le cas, Omar. Oui, c'est surprenant. Enfin, il ne faut pas gâcher l'ambiance en créant une polémique, mais enfin, tout de même, c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant parce que finalement, ça renvoie au fait que De Gaulle a été exclu d'une certaine manière de ce débarquement. Enfin, il n'aurait pas débarqué lui-même, puisqu'il était dans un rôle de chef d'État et pas de soldat. Mais tout avait été fait pour l'écarter, puisque, au fond, la décision d'Overlord a été prise en novembre 1943 à Téhéran, par Churchill, Roosevelt et Staline, et De Gaulle n'a pas été invité. Voilà. Et il n'y a même pas un représentant de son gouvernement. Le 4 juin, il a été mis au courant, je crois. Alors, il a été mis au courant au dernier moment. Il est invité à venir à Londres, j'allais dire en catastrophe, le 31 mai, après un vote du War Cabinet britannique, décidant finalement la majorité de l'inviter, puisque l'état-major anglais était plutôt contre le fait de l'inviter, se disant il va nous casser les pieds, il va quand même il va intervenir, il va s'ingérer dans quelque chose qui le concernait, puisque je rappelle tout de même le silence du général de Gaulle est d'autant plus troublant qu'il s'agit de la libération de la France. Il ne s'agit pas de la libération de notre pays. Et donc tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de Français. Il y a eu finalement le commando Kiefer, mais le lendemain du discours du général de Gaulle, le 6 octobre exactement, Churchill a envoyé un message à Roosevelt en disant, enfin, il a fait un discours formidable, d'autant plus formidable qu'il n'y avait pas un seul soldat français pour libérer la France, ce qui est faux, évidemment. Mais ça renvoie à l'idée que, enfin, ce serait très long d'expliquer tout cela, mais il y a quand même derrière cela, il y a l'idée que libérer la France, c'est aussi, évidemment, ô combien salutaire, mais par-delà cela, il y a aussi une arrière-pensée politique, c'est-à-dire de faire que la France va devenir un pays administré par les anglo-saxons. Et ça n'échappe pas à De Gaulle. Et donc, qui se rebelle contre ça, évidemment. Dans un état d'insurrection, dans ces journées-là, entre le 4 et le 6 juin, extrêmement contre les Anglais en partie. 18h23, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec cette cérémonie à Omaha Beach qui se termine en présence de nombreux chefs d'État étrangers. On a vu le président Macron aux côtés du président Joe Biden. Général Clermont, il y a eu un certain nombre de séquences fortes avec des vétérans. On s'est dit que c'était la dernière fois, évidemment, sans doute qu'on voyait les plus anciens d'entre eux. Il y a aussi une façon de valoriser nos armées, le message que la liberté, parfois, elle passe par les armes. La liberté passe par les armes, je pense, ça a été rappelé. La question du sacrifice dans les discours d'hier, la question du service de la nation, du bien commun, de l'intérêt général. C'était effectivement un moment où on se rappelle un certain nombre de fondamentaux qui font l'unité d'une nation. Et pour une nation, eh bien, les Américains, les Anglais, les Français, les Norvégiens nous ont montré qu'on était prêts à mourir pour la liberté. C'est un message important que les Français ne doivent pas oublier. Bien sûr, commandant Ludovic, officier de l'armée de terre, l'armée française est toujours prête à se battre. Alors, vous savez que la France est engagée dans l'OTAN et la France est aujourd'hui, à travers l'engagement de ses armées, de son armée de terre en particulier, est un allié fiable, crédible. Et l'armée de terre s'entraîne d'ailleurs au quotidien et à travers des exercices en France, à l'international. Je pense notamment à la mission Lynx en Estonie où on a un détachement effectivement qui s'entraîne sur le territoire estonien, en Roumanie. Donc là, la France, en fait, l'armée de terre est prête et l'armée de terre, la France à travers
travers son armée de terre notamment, assure une mission de réassurance sur le flanc est de l'OTAN et solidaire de ses alliés de l'OTAN notamment. On a les images du prince William qui est en train de saluer des vétérans britanniques, parce qu'évidemment il y a eu des soldats britanniques en nombre, soldats canadiens, soldats américains, et des soldats français, un peu plus que le commando Kiefer, général Clermont. Il y avait 3000 soldats français qui ont participé au débarquement, des aviateurs, le commando Kiefer, des pilotes. Non, là, et c'est pour ça que je reviens sur la. Non plus, je ne veux pas faire une polémique, mais le discours du président Macron était un discours sur la libération de la France. C'était pas un discours sur le 6 juin. Et dans la libération de la France, les forces françaises libres, l'unification de la résistance. Il a parlé des résistants. Il a cité un résistant. Oui, l'unification des résistances, c'est De Gaulle. L'armée d'Afrique qui rejoint les forces françaises libres, c'est De Gaulle. Le débarquement de Provence, c'est De Gaulle. Donc en fait, le rôle du général De Gaulle dans la libération, il est majeur. Et ce discours dépassait évidemment le 6 juin, mais je pense que le président est tout à fait au courant. Et comme demain, il y a le discours de Bayeux. Bayeux, évidemment, de Gaulle demain. Il y aura une allusion à De Gaulle. Commandant. Et c'est vrai que il faut bien le rappeler, ces 80 ans ces commémorations à l'occasion des 80 ans de la libération, en fait, elles sont un petit peu inédites dans la mesure où, en fait, on rend hommage à ceux qui se sont levés, ceux qui ont combattu, ceux qui ont souffert, et ceux qui ont libéré. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui, et notamment à travers ces 3 jours de commémoration qui sont assez exceptionnels, une volonté à la fois de rendre hommage aux victimes civiles des bombardements alliés, une manière aussi de rendre hommage à la résistance, à tous ceux tous les combattants de l'intérieur, mais également aussi aux combattants français, anglais, canadiens qui effectivement ont débarqué le jour J, le 6 juin, mais le 6 juin est un épisode dans la libération de la France. C'est la porte d'entrée vers la bataille de France, vers ensuite la bataille, enfin toutes les voilà, qui sera très très longue, qui prendra des mois et des mois. Exactement, la bataille de Normandie, elle s'achève début septembre, notamment. Général Clermont. On a une photo qui est forte, c'est la photo avec le chancelier Scholz. On l'a pas beaucoup vu en fait apparaître dans les séquences qu'on a vues, et le chancelier Scholz a déclaré aujourd'hui. Alors il y a 4 hommes on va expliquer à nos auditeurs, le président Biden, le chancelier Scholz, Emmanuel Macron, et dans l'ombre David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique. Et le chancelier Scholz a déclaré que le 6 juin, l'Allemagne aussi avait été libérée. D'accord, du joug nazi, évidemment. Forte de la part de l'Allemagne.